Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal hebdomadaire, votre récapitulatif de l'actualité de la semaine. Une semaine dont vous vous en doutez marquée par les annonces du ministère de l'Éducation, à noter la création de 3300 postes de contractuels pour remplacer les professeurs absents, l'emploi de nouveaux assistants d'éducation et de personnel administratif ou encore l'achat de masques FFP2 et un fonds pour les capteurs de CO2, des annonces qui font suite à la forte mobilisation de jeudi dans les professions de l'enseignement. En France, 38,2% des enseignants du primaire se sont mis en grève et dans l'Académie de Nantes, ce chiffre est légèrement plus faible, 32,9%. À La Roche-sur-Yon par exemple, environ 450 personnes selon les manifestants ont défilé dans le centre-ville. Pierre Dalicieux était parmi eux. Une grève dans l'éducation nationale plutôt bien suivie dans le département avec 26% d'enseignants grévistes du premier degré dans le public. Le message est clair, les syndicats expriment un ras-le-bol général. On est assez satisfait du degré de mobilisation. Contrairement à ce qu'a pu dire le ministre, ça n'est pas une grève contre le virus, mais au contraire une grève pour avoir les moyens de faire face au virus et de maintenir les écoles ouvertes comme on le souhaite depuis le début. Mais pour maintenir les écoles ouvertes, il faut des moyens, notamment des moyens matériels comme les masques pour les enseignants et pour les élèves. Une colère dans la fonction publique dans le premier degré mais également dans le second degré, collège et lycée. Un manque de moyens pour faire face à la crise sanitaire que déplore aussi l'enseignement privé qui, et c'est assez rare, se retrouve dans la rue aux côtés de l'école publique. Les enseignants du privé sont comme les enseignants du public. Ils en peuvent plus, ils sont au bout. Ils se sentent plus protégés dans l'exercice de leur métier. Avec les protocoles sanitaires successifs, ils se sentent complètement lâchés par notre ministre, Monsieur Blanquer. Un mouvement soutenu également par les parents d'élèves de la FCPE et parmi les grévistes, des infirmiers, infirmières scolaires, mais également des assistants d'éducation, des professions confrontées à la crise sanitaire et dont on parle assez peu. C'est hyper compliqué de gérer la gestion des cas Covid. Le matin, c'est des téléphones qui sonnent à foison pendant une demi-heure avec des cas Covid, des cas contacts à essayer d'aller chercher dans les classes, à faire sortir les parents, à appeler. C'est une gestion au quotidien et du coup, on passe notre temps à gérer le Covid, les cas contacts et à plus s'occuper réellement des élèves sur les temps autres, les permanences, les études. Et avec le manque d'enseignants aussi et du coup des enseignants qui sont eux aussi Covid et cas contacts, on n'a pas de quoi mettre les élèves dans de bonnes conditions, quoi. Une manifestation ici à La Roche-sur-Yon qui aura rassemblé, selon les syndicats, près de 450 personnes et une grève qui aura touché une grande partie des établissements scolaires du département. Et puis toujours en lien avec l'actualité sanitaire, cette alerte lancée par les pharmaciens. Avec l'explosion du nombre de contaminations en Vendée, les pharmaciens enregistrent de plus en plus d'actes médicaux en lien avec le Covid. Et vous allez le voir dans ce reportage de Pierre Dalicieux et Alix Lanos, les files d'attente s'allongent devant les officines. Des files d'attente et un téléphone qui n'arrête pas de sonner, c'est la même ambiance dans la quasi-totalité des pharmacies ces derniers jours. Les professionnels débordés ne savent plus où donner de la tête. Tout tourne autour du Covid et le téléphone aussi. Ça sonne toutes les minutes, mais non, on n'a pas le temps, donc malheureusement. C'est souvent pour des demandes de tests antigéniques. Il n'y a plus de place, on est surbooké, on a beaucoup de demandes. Non, on n'arrive pas à honorer tout le monde parce que les laboratoires sont saturés. Donc ils reviennent vers nous. Sauf que je pense que toutes les pharmacies sont dans le même cas, malheureusement. Pendant ce temps, dans une autre pièce, entre deux coups de téléphone, ce pharmacien s'occupe de la vaccination. Sa préparatrice, elle, change de tenue pour aller réaliser des tests antigéniques à ceux qui avaient pu prendre rendez-vous. On y va ? Oui, on y va. Alors, regardez un petit peu au plafond si vous pouvez. On en fait à peu près tous les quarts d'heure, si c'est pas toutes les 5 minutes. Ça fait une moyenne, on frôle les 100 par jour. C'est fatigant, quoi. Très. Ça demande beaucoup de concentration, il faut aller servir, il faut retourner faire les tests, il faut répondre au téléphone, il faut ranger les commandes. Une multiplication des tâches épuisantes pour la profession, dont l'organisation a été depuis 2 ans mise à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. Ça implique forcément un travail supplémentaire énorme, quoi, que ce soit au niveau des pharmaciens d'officine et des équipes officinales qui sont soumises à une grosse pression, quoi. Très grosse pression, parce qu'en fait on travaille 2 fois plus dans les mêmes créneaux horaires, quoi. On est vraiment en surchauffe.
Voilà, mais encore une fois, on fait face. On a une mission santé publique au niveau des pharmaciens d'officine, on la prend en cœur, on essaye de faire au mieux. Voilà, que ça soit au niveau de cette campagne de vaccination et de cette campagne de testing. L'assouplissement du protocole dans les écoles devrait permettre aux professionnels des officines de sortir un peu la tête de l'eau. Encore faut-il qu'il y ait des autotests en nombre suffisant pour les délivrer aux parents. Ce mardi, dans cette pharmacie, il n'y en avait plus un seul. Face à cette situation sanitaire dégradée, la communauté de communes Terre de Montaigu a ouvert le 12 janvier dernier sa propre unité de test PCR et antigénique, une première en Vendée, un moyen aussi de soulager ces pharmacies et centres de dépistage dont nous venons de parler. Le test antigénique se fait sans rendez-vous, à contrario du PCR. En pratique, jusqu'à 1800 personnes pourront être testées chaque jour. Ce centre de test, il est fait pour permettre de densifier, de massifier un nombre plus important de dépistages, mais également surtout pour soulager toute la communauté de santé, communauté libérale, pharmaciens, infirmières, qui était aujourd'hui très très sollicitée. Donc on a entendu ces messages et puis aussi permettre à chacun de pouvoir reprendre une vie économique, une vie scolaire normale en respectant les protocoles de dépistage. Donc on a souhaité organiser ce centre de dépistage avec deux formes, la forme PCR, avec le partenaire local qui est le laboratoire Bioliance, et puis la forme antigénique, et là sans rendez-vous, pour permettre d'être réactif et avoir une complémentarité de ces deux formes de tests. Dans le reste de l'actualité, le déplacement d'Éric Zemmour, le candidat à l'élection présidentielle, s'est rendu au Sables d'Olonne suite à l'invitation de Philippe de Villiers. Au cœur des échanges, la statue de l'archange Saint-Michel, dont la justice vient d'ordonner son retrait de la voie publique pour des questions de laïcité. À l'instar du maire des Sables d'Olonne, Éric Zemmour dénonce la cancel culture dont la statue est victime, à savoir la suppression d'une partie de l'histoire d'une civilisation. Ce même week-end, une manifestation anti-Zemmour a eu lieu et outre la présence du polémiste, des personnes se sont rassemblées pour protester contre la décision de justice sans toutefois exprimer une sympathie pour le candidat. Mardi, le groupe PRB, spécialisé dans les produits de revêtement du bâtiment, a annoncé être rentré en négociation exclusive. Le groupe est donc en passe d'être racheté par Holcim. L'entreprise basée aux achats pourrait passer au deuxième semestre sous pavillon suisse. Dans un communiqué, le président Jean-Jacques Laurent déclare être prêt à confier PRB à Holcim qui saura, je cite, lui donner un nouvel élan en s'appuyant sur les équipes en place. PRB emploie environ 700 personnes sur ses différents sites. L'actualité en Vendée, c'est aussi la grippe aviaire. Jusqu'ici, 2 élevages ont été impactés par cette influenza aviaire. Le premier foyer se situe dans un cheptel de dinde à Beaufou. Le second est apparu le week-end dernier. 15 000 canards ont été abattus dans un élevage de Saint-Hilaire-des-Loges. Et dans les deux cas, un périmètre sanitaire est établi autour de la zone. Mais le saviez-vous, vous devez vous aussi respecter des règles de biosécurité. Votre volaille domestique doit par exemple être confinée pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Mettre à l'abri pour les basses-cours, ça peut être les placer sous filet, c'est pas obligé de les mettre dans un hangar. Non, en fait, c'est éviter le contact possible entre la bifaune sauvage qui est porteuse du virus et les oiseaux d'une basse-cour. Donc un filet. Il faut surtout aussi rentrer tout ce qui pourrait être attractif, c'est-à-dire les abreuvements, les sources d'alimentation qui vont attirer les oiseaux sauvages. Ne pas utiliser de l'eau d'extérieur d'une eau de mare pour nettoyer, parce que dans ce cas-là, l'eau peut être souillée puisque les oiseaux sauvages vont s'y... Voilà, c'est ce genre de petites pratiques qui ne sont pas très compliquées. Dans votre hebdo, on se penche à présent sur le devenir de vos sapins de Noël. De nombreuses mairies peuvent les récupérer. Dans la Roche Agglomération, par exemple, pas moins de 24 sites sont ouverts jusqu'au 15 janvier. Ici, c'est trop tard pour vous. Direction la Ferme du Bonheur à Sèvremont. Là-bas, ce sont les pensionnaires qui se délectent de vos sapins. Explication Grégoire de Châtillon. En plus d'être savoureux, les sapins sont riches en nutriments. Cela fait le bonheur de ces animaux. Demain matin, il n'y aura plus rien. Ouais, et ils mangent même l'écorce avec. Ils l'épluchent en fait. Ils mangent le bout des branches et l'écorce, il la rogne. Et voilà quoi. Il ne restera rien. Le tronc. Et ça fait maintenant 2 ans, voire 3, que les gens prennent le réflexe de déposer leur sapin chez nous pour le plaisir de nos petits protégés. Même la communauté du pays de Pouzauges joue le jeu. Dévorer ce grand conifère gît tel un squelette. Depuis le 26 décembre, à chaque arrivée d'un nouveau sapin de Noël, c'est un cadeau pour ces chèvres et cet âne habitués l'hiver à manger du foin. Ces animaux sont avec leurs copains, moutons, poneys, poules et cochons, des animaux de ferme abandonnés. La ferme du Bonheur est pour eux un refuge.
Ça fait 15 ans maintenant que je suis avec mon mari. On a toujours eu un projet dès l'âge de 17 ans, c'est d'avoir une petite maison avec un grand terrain et récupérer des animaux. Ça a toujours été notre rêve et on a bâti un peu notre rêve aujourd'hui. Seule dans un pré pendant 30 ans, cette Anne Duberry jouit désormais d'une affection bien méritée. La ferme du Bonheur, située sur le territoire des Châteliers-Châteaumur, commune déléguée de Sèvremont, est depuis 2018 devenue la réalisation d'un rêve pour ce couple. En plus de sauver des animaux, Héloïse et Grégory ont en outre fait de leur lieu de vie un refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux autour d'un potager permacole. C'est un monde qu'on a créé et qui nous représente et c'est à notre effigie en fait. La ferme du Bonheur, c'est aussi de la sensibilisation et de la pédagogie avec un club nature pour les enfants. Direction Esnay avant de conclure cet hebdomadaire. Le week-end dernier, les Agésinates accueillaient la 30e édition de l'élection de Miss Vendée. Pour marquer le coup, le comité d'organisation a réuni quelques invités de marque et notamment la toute nouvelle Miss France 2022, Diane Lair, une soirée à laquelle Alexia Janet a assisté. À 19 ans, Emma Guibert vient tout juste de remporter la couronne de Miss Vendée et succède ainsi à Camille Douillard au titre de reine de beauté. L'étudiante en BTS Tourisme avait décidé de tenter sa chance sans trop y croire. Je me suis dit j'y vais et puis on verra bien et je me suis donnée à fond pour l'avoir et ça a payé, donc je suis vraiment très contente. J'ai jamais fait aucune élection et en fait c'est mes amis qui m'avaient inscrite et je me suis dit bon allez je tente, pourquoi pas, et j'ai bien fait. Une élection que le comité Miss Vendée tenait absolument à maintenir malgré la crise sanitaire. Dans la salle, près de 700 personnes étaient présentes. En coulisses, tout le monde avait été testé. D'ailleurs, sur scène, elle n'était que 11 candidates au lieu de 12, l'une d'entre elles ayant été testée positive au Covid. Une soirée évidemment riche en émotions pour toutes les participantes. Incroyable, juste c'était tellement bien, on s'est amusé et que du positif je pense. C'était très enrichissant, et c'est inoubliable, tout simplement. C'est une expérience à retenter. Et une soirée exceptionnelle à plus d'un titre pour le comité qui fêtait cette année son 30e anniversaire, avec des invités particulièrement attendus, d'anciennes Miss Vendée bien sûr, et Miss France 2022, très proche de Camille Douillard, Miss Vendée 2021. Alors peut-être que vous le savez, mais Camille était ma première amie lorsque j'ai débuté cette aventure de Miss France. C'est ma première fois en Vendée, alors je suis très fière d'y venir en tant que Miss France. Et j'espère pouvoir y revenir si vous m'y invitez, forcément. J'attends l'invitation. Du côté des Miss comme de l'organisation, tous avaient à cœur de démontrer qu'en 30 ans, les choses avaient un peu évolué. Oui, peut-être qu'il y a 30 ans, une élection de Miss, une Miss c'était sois belle et tais-toi, mais maintenant on peut prouver que non, être Miss Vendée, Miss Pays de la Loire, Miss France, ce n'est plus sois belle et tais-toi. Ce sont des jeunes filles qui ont un parcours de vie, qui font certaines des études très poussées, donc non, les choses bien sûr ont évolué. Ce qui ne change pas, en tout cas, c'est le rôle de Miss Vendée qui représentera le département lors de l'élection régionale de Miss Pays de la Loire. Et avant de clôturer cette édition, avant de se quitter, quelques images du jardin éphémère. Vous ne le connaissez peut-être pas, il a été inauguré le 16 avril dernier devant le théâtre de La Roche-sur-Yon. Ce jardin va finalement être pérennisé. Fini le jardin éphémère donc. Pour rappel, les 400 mètres carrés de verdure devaient être démontés en novembre dernier. La décision avait ensuite été ajournée et au final, ce jardin va donc être intégré à la place. Une réflexion est en cours quant aux végétaux à conserver. Voilà pour ce jardin éphémère et voilà, ainsi s'achève également votre hebdomadaire. Bien évidemment, votre actualité continue sur TV Vendée dès la semaine prochaine. Vous retrouverez Caroline Tronche aux commandes de la matinale et d'autres journalistes pour vous présenter vos JT de la semaine. Bonne journée à vous, bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.